peut-être, comme il y a plein de questions, ce que je vous propose, c'est que peut-être on les prenne globalement là maintenant. Alors, je vois Lisa, je ne sais pas, pardon de vous appeler directement par votre prénom, mais je vois que vous posez plein de questions et que manifestement vous êtes déjà dans l'univers exosquelette sur ce que sont les choses importantes. Est-ce que vous pouvez juste peut-être prendre une ou deux questions là maintenant, et puis avec Lionel et avec tous, je vous demanderai si on peut essayer d'y répondre. Donc Lisa, ça vous va? Je ne sais pas où vous êtes, mais je pense que vous êtes là. Donc vous voulez bien prendre le micro? Oui, si vous m'entendez? Là, parfait, on vous entend parfait. Très bien, si parfait. Alors oui, bon. Ça serait bien, parce que comme ça, on saura qui vous êtes pour le replay. Parce qu'on vous aura en photo. Alors j'ai très peu de bande passante. Bon. Je suis désolée, je suis sur mon téléphone portable là, actuellement, donc ça va être un peu compliqué. Je pense que je suis vraiment désolée pour l'absence d'image. Oui, alors moi je suis Lisa Janson, je suis docteur en ergonomie cognitive, et alors je connais un petit peu l'industrie, alors surtout le secteur automobile, parce que j'ai fait ma thèse dans ce secteur-là chez PSA. Et effectivement, j'ai assisté à la mise en place, le test de mise en place d'exosquelettes au sein de l'industrie, notamment dans la préparation de commandes et dans d'autres activités sollicitantes. Et alors après, moi, je suis vraiment, j'ai un focus qui est plus orienté vers la charge mentale, mais évidemment, les sollicitations physiques m'intéressent également. Oui, alors je demandais si justement la charge mentale avait été prise en compte, parce que on s'est rendu compte dans pas mal d'études que effectivement chaque technologie, chaque brique amenait une contrainte qui obligeait l'opérateur à s'adapter pour tenir le rythme et la pression temporelle, et que en fait l'ajout d'une nouvelle techno était souvent vécu de cette façon-là, et était justement facteur d'échec quand on essaie d'intégrer des exosquelettes, même si l'intérêt était de les aider au départ. Voilà, on se rendait compte que les opérateurs rejetaient un petit peu la technologie parce que c'était vécu comme une contrainte mentale en termes de traitement d'informations. Autre question? Qui veut bien répondre? Peut-être Lionel, puisque tu nous fais un peu l'intermédiation, et ça c'est sympa. Et puis après Samia, je dirais encore une fois, côté entreprise utilisatrice. Et puis on vous passera la parole à tous les deux. Lionel. Ce qui vient d'être dit, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on ne peut pas occulter cette partie-là. En fait, intégrer un exosquelette ou n'importe quel type de nouvelle technologie, ça change beaucoup de choses. Et si ta caméra. Oui. Mets ta caméra si tu veux bien, qu'on te voit. Oui. Je la mets en cours. Oui, donc je disais que intégrer une nouvelle technologie, ça pose plein de questions, justement, parce qu'on doit travailler différemment, on doit intégrer d'autres paramètres, d'autres contraintes, mais quelque part, potentiellement, il y a un gain derrière. Mais les agents, est-ce qu'ils ont la capacité de pouvoir le faire? Donc il faut qu'on comprenne ça, il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on les rassure, il faut qu'on leur explique comment ça va se passer, de façon à ce qu'ils puissent, eux, créer une nouvelle stratégie de travail, une nouvelle stratégie opératoire, et encore plus une nouvelle stratégie opératoire motrice avec les exosquelettes. Et ça, si on n'en parle pas, on part déjà avec un défaut, donc on aura du mal à avoir un bon résultat. Donc il faut effectivement être clair avec les agents, nous c'est ce qu'on essaie d'expliquer, et puis il y a un temps d'apprentissage. C'est pas parce qu'on donne un exosquelette à une personne qu'en l'espace de quelques minutes, il sait l'installer, le régler, l'utiliser, qu'il n'y a pas de problème. Non, il y a un temps d'apprentissage, et là, qui est, par expérience, qui est complètement variable. Le Shiva Exo, qui est peut-être un petit peu compliqué à apprendre et à utiliser, etc. Moi, j'ai un agent, en 10 minutes, il a su l'utiliser. Et j'en ai d'autres qui n'ont jamais réussi à l'utiliser. Et donc, tout dépend aussi, ce que j'expliquais lors d'un autre webinaire, c'est que c'est toujours cette relation, le ratio bénéfice par rapport au coût. Le bénéfice que ça peut m'apporter par rapport à ce que ça me coûte, moi, de l'utiliser. Et donc, ça, c'est aussi propre un peu à chaque personne. Alors, effectivement, dedans, on peut rentrer tout ce qui est l'analyse de la situation de travail avec la quantification des contraintes, etc., etc. Mais moi, un agent qui a des soucis de santé et avec l'exosquelette, il me dit, moi, avec l'exosquelette, je peux travailler, sans l'exo, je peux pas travailler, ça va très vite. Et tout de suite, il fait le lien et il se rend compte, effectivement, du bénéfice par rapport au coût. Pour d'autres, c'est un peu plus délicat. Et donc, il faut vraiment arriver à creuser toute cette partie-là, dont l'aspect mental, cognitif, etc. Ça fait des éléments ce sont des éléments qu'il faut impérativement prendre en compte. Merci à tous. D'autres questions dans ce sens, déjà du côté des opérateurs et du côté de la recevabilité des solutions, par exemple, David Hersan qui nous dit que pensez-vous de la polyvalence
des exosuits ou des exosquelettes textiles pour répondre à un plus grand nombre d'opérateurs avec peut-être un résultat moins ciblé. Qui veut répondre à ça? Samia qui avait essayé plein de choses. Votre sentiment là-dessus, je dirais sur les choix de solutions, je veux dire matérielles, et on reviendra ensuite sur les questions de recevabilité. Samia? J'essaie de... Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Pour moi, c'est vraiment une combinaison de solutions, hein. L'exosquelette n'est pas une solution forcément... n'est pas la solution forcément la plus adaptée, ou en tout cas toujours. C'est vraiment une combinaison d'actions. Alors la polyvalence, pour répondre à David, oui, évidemment, ça reste une des solutions organisationnelles les plus justes pour moi pour réduire en tout cas la survenue de troubles musculo-squelettiques. Et pour répondre sur la question de la charge mentale, je partage ce que Lionel vient de dire sur la question du coût et du bénéfice. Tout va se jouer dans la question de la familiarisation, et effectivement l'acceptabilité l'acceptabilité d'un dispositif sera d'autant plus forte dès lors que le dispositif sera bien amené. Merci à vous. Samia, on voit bien ça. Alors, il y a quelqu'un, j'allais dire, qui nous pose, je ne vais pas dire la question fondamentale de boîte de nuit à 3h du matin, parce que maintenant il n'y a plus de boîte de nuit, mais en gros, encore une fois, c'est quand même ça. C'est vous trois et les trois expérimentateurs, entreprises utilisatrices, quels sont les bons éléments pour convaincre vos directions générales? Ça, c'est vraiment la plus grosse question, c'est-à-dire que ce que vous disiez bien tous les trois, et Thomas, je vais vous reposer la question à vous si vous voulez bien, c'est en gros, c'est indispensable comment on fait et qu'est-ce qu'on met en avant? Thomas, c'est à vous, vous voulez bien? Oui, avec plaisir. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai la chance d'avoir un directeur des opérations qui connaît le métier. Et que quand vous lui expliquez que entre les déchargements containers et préparation de commandes, parfois vous flirtez avec les 10 tonnes jour, et je dirais l'avoir dit, mais parfois c'est même plus, c'est notre responsabilité humaine et sociétale de prendre ça en compte. Et donc, quand je lui ai dit qu'il existait, que je recherchais sur le marché, parce qu'il faut pas se voiler la face, ces produits ont un coût, il y a de la technologie, il y a de la recherche, et ce que je comprends pas à l'heure actuelle, c'est pourquoi aucun industriel n'y va, parce que en fait, il y a tellement de produits qu'on ne sait pas vraiment où chercher. Et c'est pour ça que, encore une fois, la démarche des FEM est bien, parce que quelque part, elle nous sert de laboratoire. Donc, il faut toujours un laboratoire. Mais donc, moi, là, très honnêtement, quand j'en ai parlé à mon directeur, il m'a dit, vas-y, fonce, on teste. Ah, super. Et je sais que c'est pas le cas dans toutes les entreprises, quoi. Ouais. Alors, je vois, on a deux, pardon, je ne vous les ai pas présentés tout à l'heure, on avait deux, j'allais dire, gourous externes universitaires qui sont là, et donc notamment professeur Frédéric Tellier, qui dirige 2IS, qui est l'Institut d'ingénierie de la santé à Amiens, à côté donc de la fac de médecine. Frédéric, est-ce que tu peux à la fois poser des questions et puis donner ton opinion, puisque toi tu pilotes cet institut et des étudiants sur cette dimension-là, voilà, ton sentiment et puis tes questions aussi. Frédéric, tu es là? Voilà. Merci, vous m'entendez? Ouais. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors, d'abord, je trouve que l'ensemble des remarques des intervenants mettent bien en évidence à quel point l'analyse de l'activité de travail et l'implication des collaborateurs est primordiale, et que là aussi, les exosquelettes peuvent aider à diminuer la charge physique, biomécanique de travail, mais c'est qu'un des aspects du risque de troubles musculo-squelettiques. Il y a plusieurs intervenantes qui ont parlé de la pression temporelle, de la dépendance organisationnels qui sont des éléments extrêmement importants et qu'il faut intégrer, et que là aussi l'implication du salarié, de l'opérateur, elle est primordiale, et que quelque part la piste de solution doit être chercher avec lui. Moi, j'avais une question dans toutes ces situations. Là, j'ai bien compris que les différents intervenants, que ce soit à la SNCF, à FM ou à BUT, on a en face de nous des gens qui ont beaucoup réfléchi, qui sont stratégiques. Alors que dans d'autres situations, on risque
malheureusement, la crainte que j'ai, c'est qu'on ne se pose pas les bons problèmes et qu'on, globalement, on utilise des exosquelettes uniquement pour les contraintes biomécaniques sans forcément les intégrer à une démarche complète. Donc ça, c'est ma première remarque. Et la question, surtout, c'est, dans toutes vos situations, combien de temps les opérateurs porter leurs exosquelettes, pendant combien de jours, et est-ce que vous avez fait une analyse de l'impact sur ensuite des phénomènes, on va dire, d'équilibre, de proprioception ou d'activité locomotrice, même grossière, quand ils ne les portent plus? Moi, je me pose la question de savoir si un opérateur les porte trop longtemps, est-ce que ça ne va pas changer? Parce qu'il y a des travaux qui montrent sur des aspects biomécaniques un peu fins que, par exemple, les exosquelettes des membres supérieurs modifieraient des aspects un peu morphologiques et fonctionnels au niveau de l'articulation de l'épaule. Donc, je voudrais juste savoir est-ce que vous avez des retours de perception du niveau d'astreinte en dehors, justement, du port des exosquelettes. Et là, je pose la question à Monsieur Giovanelli, Bellaritrin. On va peut-être passer la parole à Anaïs, là. Pardon de faire de la solidarité, mais il faut aussi qu'elle parle, Anaïs. Il y a plein de questions de ce côté-là, notamment qui revient à plusieurs reprises. C'est quoi la différence entre exosquelette et ergosquelette? Est-ce qu'il y en a une ou est-ce que c'est que du sémantique? Et puis, voilà, les questions de fond que pose aussi, merci Frédéric, merci à toi, que pose Frédéric sur la durée, c'est-à-dire là aussi on est sur une recevabilité à la fois par rapport au temps d'équipement, au temps de travail. C'est-à-dire moi qui de l'extérieur ai vu les choses évoluer, ça a terriblement évolué en 3 ans. Ce qu'on racontait il y a 3 ans et ce qu'on raconte maintenant, et ce qui se passe globalement maintenant, à la fois, je dirais, sur les offres de solutions et en même temps sur la qualité d'acculturation, elle est très différente. Donc, Anaïs, vous voulez bien dire 2 mots là-dessus, si vous voulez bien? Alors, ergosquelette, exosquelette. Donc, effectivement, il y a une grosse partie marketing sémantique là-dedans. On a tendance à dire que l'ergosquelette est passif, l'exosquelette actif. Moi, je mets un petit point d'honneur parce qu'on a dans l'inconscient collectif l'image de l'exosquelette actif type militaire qui va permettre d'augmenter les capacités physiques de l'homme. Exosquelette actif, ça ne veut pas forcément dire augmentation des capacités physiques. Je prends l'exemple concret d'effectivement notre produit, où notre produit est un exosquelette actif, donc motorisé, mais dont la motorisation a vocation à accompagner le mouvement pour maintenir un confort de mobilité et maintenir l'activité musculaire. Donc, exosquelette, ça ne veut pas dire homme plus fort. C'est la même vocation qu'un ergosquelette qui serait passif. Donc, attention juste à cette petite variable. Après, sur combien de temps on porte un exosquelette, combien de temps effectif et sur combien de jours, et bien là, il n'y a pas de règle toute faite, et heureusement, en fait, parce que c'est justement l'analyse du poste de travail et de l'ensemble des tâches du poste qui va conditionner à quel moment, combien de temps et combien de jours on va porter l'exosquelette. Il y a cette notion de bénéfice utilité d'exosquelette qui est primordiale. Et on a équipé, nous, une société où, sur l'intégralité du poste, il y avait une tâche qui peut durer entre 2 et 4 heures par jour pour lequel l'exosquelette était utile et pertinent. Et bien, l'exosquelette, il est utilisé que sur cette tâche-là et donc 2 heures au moment où on va réaliser cette tâche. Et c'est comme ça qu'il faut voir l'exosquelette. C'est un exosquelette pour un besoin spécifique et on va utiliser l'exosquelette pour ce besoin. Quand il n'y en a pas besoin, on le retire. Merci. Merci Anaïs. Tu veux ajouter quelque chose, je crois? Juste pour préciser, ergosquelette, exosquelette. Ergosquelette, c'est un mot que j'ai inventé moi en 2014 quand on a commencé l'aventure d'Obio pour justement différencier les exosquelettes dont la vocation était de soulager des postures complexes des exosquelettes dont la vocation était de renforcer ou de redonner plus de puissance ou de travailler sur la puissance, donc les ports de charge, les exosquelettes de l'armée dont on a un peu parlé, les exosquelettes pour le handicap également. Donc effectivement, je rejoins Anaïs là-dessus, le système JAPET est plutôt un ergosquelette qu'un exosquelette, hein, il renforce la personne, il soulage les vertèbres.
et sur des postures, celui-là est actif, donc les ergosquelettes peuvent être actifs ou passifs et les exosquelettes peuvent être alors, généralement plutôt actifs. C'est vrai, merci Benoît, je crois que là-dessus, c'est effectivement un démentique. Alors, il y a une lutte de ce côté-là, il faut bien dire les choses. C'est que, par exemple, les Japonais qui sont en train, pour ceux qui étaient là dans notre dernier UX Forum, le 6e, cette fois-ci sur les métiers de soins, et qui sont en train de développer, par exemple, qui viennent sur les marchés européens et qui sont en train de développer quelque chose pour notamment pour les EHPAD et pour les métiers, mais les métiers je dirais de mobilisation de personnes, eux parlent de Kobo, ils ne veulent pas utiliser le terme d'exosquelette. Sur d'autres, je vois par exemple, c'était Airbus, pour les citer, le système c'était Wearable Robotics. Et donc, on est là-dedans. Et puis, par ailleurs, je crois que, alors je ne sais pas s'ils ont continué là-dessus, mais la FNOR disait non, nous, on va appeler ça des dispositifs d'assistance physique. Alors, voilà. Bon, donc, on voit en tout cas ce qu'il en est, et c'est vrai qu'il y a des glissements et autres de ce côté-là. Alors, je vois qu'il y a deux questions qui sont importantes. Une que pose Adam, si vous voulez bien, poser votre question, qui est justement sur ce sur quoi on danse toujours en France entre ce que disait très clairement tout à l'heure Thomas, et qui était la recherche de productivité, quelle est la rentabilité économique et autres, et puis la question finalement du confort, du maintien. Adam, c'est à vous, vous voulez bien? Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Oui, effectivement, il y avait deux choses, parce que bon, c'est Mandela qui disait ce qui est fait pour nous sans nous est contre nous. Donc, effectivement, on ne peut pas se cacher d'une certaine façon. Donc, on a des opérateurs, donc avec des salaires qui ne sont pas les plus élevés de la société. Et donc, on voit bien qu'ils perçoivent que les entreprises font des efforts pour prendre en compte leur bien-être dans l'entreprise, mais c'est aussi au profit d'une certaine productivité. Et donc, comment ça c'est pris en compte par l'entreprise pour essayer de faire en sorte que c'est un gain qui est apporté à tous et pas uniquement dans un sens de productivité au-delà du bien-être perçu par le collaborateur. Voilà, merci. Merci de la importante question. Thomas, alors pardon pour dire, Thomas, vous êtes repéré comme incarnant la rationalité économique en même temps que la rationalité perceptuelle, excusez-moi. Et voilà, question pour vous. Non, mais, je vais répondre clairement à la question, et je vais, dans le cadre d'Adam, il faut savoir qu'un de mes responsables, quand j'ai parlé d'exosquelettes et que j'ai annoncé le prix, a osé me dire, je dis bien osé me dire, le retour sur investissement combien? Et je lui dis, quand on parle d'être humain, il n'y a pas de retour sur investissement. Donc, c'est clairement, et je vais prendre un autre exemple, quand j'ai mis en place les convoyeurs, la première chose qu'on a mis en place, c'était pour traiter la pénibilité et du port de charge des colis. Il s'est trouvé que c'était pas notre axe premier, mais que bien optimiser, bien organiser le temps de travail des gens, la production de vidage d'un container augmentait de 15%. Et honnêtement, c'était pas notre objectif premier. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand vous prenez soin des gens, que vous leur donnez du bon matériel, que vous leur confiez des tâches et que vous les responsabilisez, eh ben ça se passe très facilement. Et donc nous, on a donné la valeur du produit qu'ils testent pour information, mais ça valerait le double ou le triple, on aurait la même démarche. On lui dit simplement, tu fais attention parce qu'il y a quand même un coût, voilà, mais j'ai pas eu de… Et encore une fois, les élus qui sont, les IRP qui sont les premiers à aller parfois pour rien, ont accompagné la démarche. Et donc, à partir du moment où vous avez les instances représentatives qui vous accompagnent, vous avez tout gagné, quoi. Ouais. Merci à vous, parce qu'effectivement, même si la finalité, enfin, comme dirait Montaigne, on a une pensée de derrière qui est toujours, alors qui est plus clairement dans d'autres cultures, mais de réconcilier finalement, enfin, la productivité, la finalité économique sur laquelle il n'y a pas d'entreprise, et en même temps la qualité de vie et la qualité du travail tout court. Mais voilà, donc ça c'est un point qui est important. Lionel, si tu peux reprendre ça, et puis ensuite on va reprendre notre présentation sur la prospective, j'allais dire qu'avait amorcé tout à l'heure Jean-Paul Cartin. Lionel, toi qui as lu précisément le chat avec l'ensemble, voilà, tes sentiments là-dessus. Les sentiments là-dessus, c'est vrai que
vendre la logique exosquelette aux financeurs, aux dirigeants, effectivement, c'est parfois, on me dit oui, mais ça coûte combien? Alors, ce qui peut nous aider beaucoup quand même, c'est que l'exosquelette a un effet de mode, et donc, effectivement, c'est bien de montrer que dans l'entreprise, on intègre les nouvelles technologies dans les exosquelettes, ça facilite un peu. Après, calculer le retour sur investissement, c'est très compliqué. Moi, je parle toujours, effectivement, si on utilise des exosquelettes, potentiellement, on va peut-être améliorer les conditions de travail, diminuer un petit peu la pénibilité parce que quelque part, on assiste un peu ce qui est physiquement difficile. On peut espérer des effets sur la diminution de certains types d'accidents du travail et potentiellement des TMS, mais pareil, tout ça n'est pas encore vérifié, ce sont des hypothèses, effectivement, et quand on explique ça aux dirigeants, ils l'entendent. Maintenant, effectivement, quand le grand directeur nous dit bon, je gagne combien avec, on peut pas répondre à la question. Alors moi, je peux pas répondre à la question. Alors on fait des hypothèses. On verra dans quelques années si elles sont vérifiées. Donc voilà sur cet aspect-là. Mais je trouve que par rapport à tout ce qui se dit sur le chat, par rapport à tous les autres webinaires, on voit que les remarques des participants et les questions évoluent dans le bon sens. Donc je trouve que on se pose beaucoup de questions et comme je disais tout à l'heure, moi-même je me pose encore beaucoup de questions et peut-être plus qu'avant et je trouve que c'est très bien. Et participer à des échanges comme ça permet de rendre compte qu'on a un peu le même type de questions et puis on essaie de créer du savoir aussi par rapport à tout ça. Voilà. Merci à toi Lionel et merci. On voit bien effectivement que les choses évoluent. Et moi je suis les trucs là, donc c'est pas notre centre, c'est vraiment d'une façon générale l'impact des innovations, toutes innovations, y compris sociales d'ailleurs, sur la relation au travail. Mais on voit bien sur cette question-là, sur ce champ-là, les choses évoluer depuis un bon moment.